Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Et ça n'est pas une mince affaire, chaque épisode de ce podcast en atteste, grâce aux chercheurs de l'IDRI qui viennent à ce micro nous expliquer la complexité et la nécessité de cette transition. Le rendez-vous saisonnier de la COP arrive à grands pas. La 27e édition de ce sommet climat sous l'égide de l'ONU se tiendra en Égypte entre le 7 et le 18 novembre. Que faut-il en attendre ? Quels sont les enjeux de ce rendez-vous dans un contexte international des plus compliqués ? La COP27 de Sharm el-Sheikh, c'est l'objet de cet épisode pour lequel on retrouve la directrice du programme climat de l'IDRI, Lola Valéjo. C'est parti. Bonjour Lola Valéjo. Bonjour. Ça fait des années que vous participez en tant qu'experte du changement climatique à ces négociations des COP. Vous nous avez expliqué dans un précédent épisode de Cap sur la transition en quoi consistaient ces sommets, leur histoire, leur utilité. Alors quelques mots d'abord sur ce contexte international dans lequel va se tenir cette 27e COP. C'est compliqué sur tous les tableaux. Oui, alors depuis février, la guerre russe en Ukraine a forcé l'Europe à changer ses approvisionnements. La Russie était le principal approvisionnement de l'Europe sur toutes les énergies fossiles. Et ça vient provoquer une tension sur les marchés énergétiques mondiaux parce que l'Europe est en compétition avec le reste du monde sur les énergies fossiles. Et ça vient aggraver une crise qui était déjà là, la crise des prix de l'énergie où les prix du gaz étaient élevés exceptionnellement cette année depuis plusieurs mois. Et ça vient aussi, étant donné que l'Ukraine est une sorte de grenier de l'Europe, s'ajouter à une crise alimentaire. Donc sur les deux tableaux, ce que fait l'Europe chez elle et vis-à-vis du reste du monde est vraiment important. Donc l'Europe est vraiment une sorte de pivot sur cette crise géopolitique actuelle. Sur le plan plus politique, il y a aussi le froid qui s'est installé entre les États-Unis et la Chine qui compte dans les négociations climat. Oui, tout à fait. Les États-Unis et la Chine sont un tandem très important, notamment à la dernière COP26 à Glasgow. Ils avaient signé un accord de coopération en disant qu'ils allaient formaliser leur coopération, notamment sur le climat, en prenant des engagements, par exemple, pour réduire les émissions de méthane et aussi pour promettre de nouveaux engagements. Donc, le refroidissement qu'on a vu avec la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, ça va forcément tendre le contexte général. Ah ouais, avec les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. On dit que c'est une COP africaine parce qu'elle se tient en Égypte, mais aussi parce que les pays du Sud, globalement, montent le ton ces derniers temps dans les négociations sur le changement climatique. Oui, pour comprendre d'où ça vient, il faut se rappeler que le CO2, qui est principal responsable du changement climatique qu'on voit aujourd'hui, a une durée de vie longue dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, on est à 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça, c'est principalement, voire quasiment uniquement, le fait des émissions des pays industrialisés, notamment les États-Unis, le continent européen. Et c'est ce que certains pays appellent la dette climatique des pays riches. Donc beaucoup de pays du Sud font aujourd'hui pression envers des pays du Nord pour qu'ils tiennent leurs promesses de solidarité financière, mais aussi pour quelque part qu'ils les aident à faire face aux impacts déjà réalisés du changement climatique. Il y avait une promesse de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider justement les pays du Sud. Oui, alors ça, c'est la promesse la plus emblématique qui avait été prise déjà en 2009 à la COP 15 de Copenhague. On en est où ? Et on est autour de 83 milliards aujourd'hui, donc on est assez loin du compte. En même temps, 17 milliards, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup quand on voit ce que les États ont réussi à mobiliser pour faire face à la crise du Covid, par exemple. Donc il y a la perception qu'il y a une sorte de double standard aussi pour beaucoup de pays du Sud, qu'on peut avoir les poches profondes quand c'est pour faire face à ces crises chez soi, un peu moins pour les questions de solidarité. Peut-être que c'est aussi plus inquiétant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'accélération dans la mobilisation de ces finances climat internationales et aussi que le secteur privé, sur lequel on avait fondé beaucoup d'espoir, ne joue pas son rôle de levier de mobilisation important. Alors pour autant, vous dites qu'il ne faut pas réduire cette COP27 uniquement à ce bras de fer nord-sud. Il y a un risque de divorce nord-sud très important suite à la crise du Covid, suite au contexte qu'on a déjà rappelé sur la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas la seule façon pour les pays du Nord de montrer leur solidarité. Il
Il y a un modèle assez intéressant qui a été traîné, encore une fois, à la dernière COP de Glasgow. C'est ce qu'on appelle un partenariat pour la transition énergétique juste. C'est-à-dire que plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Commission européenne, les États-Unis, se sont mis ensemble pour avoir un paquet de financement de 8,5 milliards de dollars vers l'Afrique du Sud pour quelque part l'aider de façon significative et à échelle à faire une transition énergétique qui prête très attention aux enjeux sociaux. C'est quoi l'intérêt de ces paquets de financement plus ciblés? C'est de reconnaître qu'on a face à nous des défis qui sont tellement conséquents que si on a un saupoudrage des financements et différentes stratégies sans coordination, en fait, on n'arrivera pas à remplir ces défis-là. C'est aussi une façon, plus ou moins voilée, pour les pays du Nord, de quelque part récompenser des pays qui ont pris des engagements ambitieux et volontaire sur les questions climatiques. Donc l'Afrique du Sud, c'est un pays qui s'est engagé pour la neutralité carbone et qui a considérablement relevé ses engagements de court terme de réduction d'émissions. Donc les pays du Nord disent on va vous aider, vous avez pris cet engagement. Et maintenant, ils réfléchissent à proposer des choses similaires à d'autres pays comme l'Indonésie, le Sénégal ou l'Inde. Toujours au chapitre des finances, Lola Valéjo, c'est un point de crispation. Il pourrait y avoir des discussions sur la question des pertes et préjudices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Les pertes et préjudices, en anglais loss and damage, c'est l'idée qu'il y a des dégâts déjà causés aujourd'hui par le réchauffement climatique ou qu'on aura encore à faire face à de plus en plus de dégâts qui seront inéluctables parce que plus le réchauffement climatique est important, plus on va faire face à des limites, ce qu'on appelle des limites dures de l'adaptation. Même si on jetait beaucoup d'argent et qu'on avait des ressources illimitées, il y a des choses auxquelles on ne pourra pas s'adapter, on ne pourra pas faire face. Donc on aura des pertes économiques très importantes. Il y a aussi un aspect de justice très fort derrière ça, c'est que les pays les plus pauvres, qui sont pour certains les plus vulnérables, ont très peu contribué au réchauffement climatique actuel. Donc il y a un enjeu de justice et une demande assez ancienne finalement que certains pays devraient en quelque sorte être compensés pour les effets du réchauffement climatique. Mais par exemple, quand il y a un ouragan qui a fait des dégâts, c'est ce genre de choses-là dont on parle? Oui, tout à fait. Récemment, on a vu à la fois un ouragan très important qui a ravagé l'État de la Floride aux États-Unis, mais aussi le Pakistan. Donc des dégâts et des vraies tragédies humaines. Par contre, le Pakistan a beaucoup moins contribué historiquement au problème du réchauffement climatique et politiquement, un pays va demander des compensations et l'autre non. C'est nouveau que les pays du Nord acceptent d'avoir une discussion sur ce type de financement? Alors en fait, cette idée, elle est portée par les petits États insulaires en voie de développement depuis à peu près le début de la Convention climat. C'est vraiment une sorte de marronnier, leitmotiv, ouais. de leitmotiv des négociations climat. Néanmoins, c'est une question qui est en train de devenir de plus en plus politiquement légitime et qui gagne en force parce que on voit que les pays développés n'ont pas tenu les 100 milliards dont on parlait tout à l'heure, par exemple, et les engagements collectivement mis sur la table pour réduire les émissions ne sont pas suffisants pour tenir les effets les plus dangereux du changement climatique éloignés. Donc on voit que cette question des pertes et dommages, elle va seulement devenir de plus en plus importante. Et évidemment, quand on a une tragédie comme le Pakistan juste avant la COP, on est sûr que c'est un sujet qui va être au cœur des discussions, notamment parce que les pays sont de plus en plus pressants sur la création d'un nouveau fonds dédié spécifiquement aux pertes et dommages et qui soit additionnel aux 100 milliards dont on parlait tout à l'heure. Avec des nouveaux financements. On pourrait en discuter ce mois-ci, au mois de novembre en Égypte? Oui, il y a des discussions techniques qui ont commencé à la dernière COP, à la COP 26 et qui vont durer 2 ans. Néanmoins, on voit une accélération dans les propositions qui sont mises sur la table. Le secrétaire général de l'ONU, par exemple, a plaidé pour taxer les carburants fossiles et la consommation des fossiles, notamment dans les pays du Nord, et à ce que cette manne permette finalement de compenser rapidement les effets du réchauffement climatique pour les pays les plus vulnérables. Autre discussion importante, il s'agit des engagements de chaque pays de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et de ce point de vue-là, sur ce sujet, le compte n'y est pas. Effectivement, les engagements actuels sont insuffisants. Donc non seulement les émissions continuent d'augmenter, encore et toujours, mais par contre, on sait que même en 2030, on continue d'avoir des projections de plus 15% à peu près d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il faudrait les réduire pour le CO2 uniquement de l'ordre de 25 voire 45% pour éviter les effets les plus dangereux. Donc en gros, les contributions déterminées au niveau national, c'est le nom un peu barbare de ces engagements, elles sont actuellement insuffisantes. Donc à Glasgow, on a pris une décision forte. On a dit, on a toujours ce cycle de 5 ans, c'est-à-dire que tous les 5 ans, les pays doivent remettre de nouvelles choses sur la table, de nouveaux engagements.
Mais on a décidé d'accélérer et de dire, en fait, dès l'année prochaine, il faut que chacun revienne avec de nouvelles choses parce qu'on est encore très loin du compte. On sait que seulement quelques pays vont jouer le jeu. L'Union européenne, par exemple, pourrait réussir à relever sa contribution parce qu'on sait que la guerre en Ukraine l'a conduit à réviser et accélérer finalement le déploiement des énergies renouvelables. Mais ça ne va pas être le cas de tous les pays, évidemment. Les COP sont des moments politiques importants, évidemment, en particulier celle-ci en novembre, qui sera l'occasion de faire une sorte de point d'étape, juste un an avant la fin de ce qu'on appelle le bilan mondial. Quel est l'enjeu de ce bilan mondial ? Alors, avec l'accord de Paris en 2015, on avait parlé précédemment d'une sorte d'escalier. En fait, tous les 5 ans, les pays se mettent d'accord pour gravir une marche et soumettre de nouvelles contributions plus ambitieuses que la précédente. Pour arriver à monter cette marche proprement, entre guillemets, les pays ont ce moment politique important qui s'appelle un bilan mondial. Donc 1 ou 2 ans avant la date limite où on attend de nouvelles contributions, les COP servent aussi à faire le bilan, non seulement de ce qui est fait actuellement, mais aussi de ce qu'on pourrait mieux faire si on arrivait à coopérer de façon plus efficace. Donc là, c'est un process, encore une fois, qui a commencé maintenant au niveau technique. Donc on a des discussions qui impliquent aussi la société civile pour faire le point de tout ce qu'on discute traditionnellement dans les COP. Et tout ça va avoir une conclusion à la prochaine COP, la COP 28, avec cette fois des messages plus politiques. Alors ce bilan mondial, en anglais, on appelle ça le Global Stock Take. Est-ce qu'on sait concrètement ce qu'on compte pour établir ce bilan ? Je veux dire, sur quels critères il s'établit ? C'est le nombre d'arbres plantés, c'est la dynamique de dialogue entre les pays, le montant des dégâts au Pakistan ou ailleurs ? Alors, il y a déjà beaucoup de processus actuellement pour faire la transparence sur ce que les pays mettent sur la table en termes d'engagement climat. Tous les ans, le secrétariat de la CNUC fait un rapport de synthèse. Il y a aussi des efforts pour mieux comprendre les montants de finances climat mis par les pays développés, par exemple. Donc, en fait, on a déjà de la transparence sur ces éléments-là. Mais ce qui manque, et ce à quoi devrait servir ce bilan mondial, c'est à partir de ces éléments qu'on a, essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait accélérer. Et c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de discuter plutôt de comment on arrive à combler l'écart entre ce qu'on a actuellement, en termes d'engagement de réduction, en termes de finances, et là où il faudrait aller pour accélérer et éviter les effets les plus dangereux du réchauffement climatique. Vaste programme. Merci beaucoup Lola Valéjo pour ces explications en amont de la COP27 de Sharm el-Sheikh, dans un double contexte de prise de conscience de l'urgence climatique et des tensions internationales majeures dont on a parlé. Merci, à bientôt. Merci. Et c'est la fin de cet épisode de Cap sur la transition. Vous le retrouverez sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur le site de l'Institut bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.